Chapitre 2 Microbiote humain et santé. On appelle microbiote l'ensemble des organismes vivants dans un environnement donné. Il existe des microbiotes dans une goutte d'eau, comme un microbiote dans notre intestin. Le microbiote humain est encore mal connu. Nous savons que les bactéries présentes dans notre intestin nous aident à digérer la cellulose des végétaux et permettent la fabrication de certaines vitamines. Certaines bactéries, présentes sur notre peau ou sur nos muqueuses, assurent une première ligne de défense contre les micro-organismes pathogènes. Mais aujourd'hui, il semble que notre microbiote ait des pouvoirs bien plus grands et joue sur notre santé tout entière. Voyons dans un grand 1 la diversité du microbiote humain. L'homme héberge une grande diversité de micro-organismes sur lui, mais aussi à l'intérieur de son corps. Chacun de ces microbiotes est composé d'une grande diversité de groupes de micro-organismes, eux-mêmes composés de différentes espèces. On estime qu'il y a plus de micro-organismes sur un être humain que de cellules qui le constituent. Le microbiote intestinal est le plus connu et c'est aussi le plus important. Il possède entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 micro-organismes pour un poids d'environ 1 kg. Ces micro-organismes sont essentiellement des bactéries, qui représentent 90% des micro-organismes, mais on trouve également des virus et des champignons. Voyons dans un grand 2 l'origine de notre microbiote. Le liquide amniotique, dans lequel vit le fœtus, est un milieu stérile, c'est-à-dire sans aucun micro-organisme. En effet, le placenta joue un rôle de filtre protecteur. Afin de déterminer l'origine du microbiote initial et de comprendre sa construction, des scientifiques ont réalisé un séquençage de l'ADN de la peau, de la bouche et du nasopharynx chez plusieurs nouveau-nés. Cela permet d'identifier précisément les groupes bactériens présents grâce à leurs marqueurs génétiques. Les chercheurs ont ensuite comparé leurs résultats avec les microbiotes maternels. Dans le cas d'un enfant né par voie basse, on constate que la composition de son microbiote est quasiment identique à celle du microbiote vaginal de la mère. Cela nous indique que le microbiote du nouveau-né se construit le jour de sa naissance, lors de son passage par le vagin. Dans le cas d'un enfant né par césarienne, on constate que la composition du microbiote de l'enfant est quasiment identique à celui de la peau de la mère. On en déduit que même dans le cas d'une naissance par césarienne, le microbiote de l'enfant se construit à partir de celui de sa mère. En résumé, le microbiote d'un nouveau-né se forme au moment de sa naissance. Sa constitution dépend du mode de naissance. Voyons donc maintenant dans un grand 3 l'évolution de notre microbiote. Jusqu'à l'âge de 3 ans, le microbiote des jeunes enfants se diversifie grâce aux objets que l'enfant porte à la bouche. On considère que ce microbiote est mature à partir de 3 ans. Le microbiote intestinal varie en fonction du mode de vie et notamment selon l'alimentation. En effet, les bactéries utiles à la digestion de nos aliments seront prépondérantes dans notre microbiote intestinal. Ainsi, on trouvera plus de Bacteroides chez les enfants du Burkina Faso, dont l'alimentation est riche en fibres végétales, tandis que les enfants italiens dont l'alimentation est riche en amidon, posséderont plus de bactéries Firmicutes.
Le microbiote intestinal varie également au cours de la vie et selon le mode de vie. On remarque qu'en plus de l'alimentation, la prise d'antibiotiques ou l'âge sont des facteurs pouvant modifier la composition du microbiote intestinal. Voyons dans un grand 4 l'équilibre et les déséquilibres du microbiote intestinal. Ce document met en évidence le rôle du microbiote intestinal chez son hôte. On constate qu'une souris dépourvue de microbiote intestinal va avoir des dysfonctionnements de son système digestif, comme l'anomalie de la structure du tube digestif ou un besoin énergétique plus important. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle sera plus sensible au stress et qu'elle sera plus sensible aux infections. Le microbiote intestinal assure donc un rôle important de digestion de nos aliments. En effet, notre système digestif n'est pas capable de dégrader les glucides comme la cellulose des végétaux. Les bactéries du microbiote sont quant à elles capables de le digérer et même de produire certaines vitamines et acides gras que l'on ne trouve pas directement dans notre alimentation. Nous bénéficions donc du microbiote et celui-ci bénéficie en retour d'un habitat et de nourriture. On peut donc parler d'une relation symbiotique. Ce document montre les résultats d'une expérience réalisée entre 2 lots de souris. Le premier lot comprend uniquement des souris avec un microbiote intestinal normal et le second lot comprend uniquement des souris sans microbiote intestinal. On observe pour chaque lot le nombre de cellules immunitaires, appelées leucocytes, présentes dans les organes impliqués dans l'immunité, c'est-à-dire pour défendre l'organisme. On constate que les souris dépourvues de microbiote intestinal possèdent moins de cellules immunitaires que les autres, et c'est encore plus marquant dans les cellules de Pléière, situées dans l'intestin grêle, ou les ganglions lymphatiques. On peut donc dire que le microbiote agit sur le système immunitaire en favorisant la présence de cellules immunitaires et en particulier celles des lymphocytes. Vous ferez en suivant l'activité documentaire intitulée « Des perturbations du microbiote intestinal, cause de maladie ». Vous verrez que certaines pathologies sont associées à un déséquilibre du microbiote intestinal. En effet, un affaiblissement du microbiote intestinal, donc de notre barrière protectrice contre certaines bactéries pathogènes, va entraîner le développement de ces pathogènes et l'apparition de certaines maladies. On peut donc mettre en œuvre de nouvelles thérapies qui consistent en un rééquilibrage du microbiote intestinal, soit en modifiant l'alimentation, soit en transplantant le microbiote d'un individu sain, ce que l'on appelle une greffe fécale, ou alors en ingérant des probiotiques.